Vous pourriez penser que les pirates passaient le plus clair de leur temps à se battre à l'épée et à chercher des trésors. Mais leur plus grand ennemi n'était ni les autres marins, ni les flottes royales. C'était quelque chose de bien plus simple. Trouver de l'eau potable. Au XVIIIe siècle, les navires pouvaient emporter assez de viande salée et de biscuits pour des mois. Mais l'eau se transformait en une soupe dégoûtante d'algues et de bactéries plus vite qu'on ne pouvait dire «Yo ho ho». Un pirate moyen avait besoin d'au moins 1 gallon d'eau par jour pour survivre dans la chaleur brûlante des Caraïbes. Faites le calcul. Pour un équipage de 50 pirates, cela représente 50 gallons par jour. Il n'est pas étonnant que l'eau ait parfois été plus précieuse que l'or. C'est là que ça devient intéressant et dégoûtant. Des pirates désespérés essayaient effectivement de boire de l'eau de mer quand l'eau douce venait à manquer. Une très mauvaise idée. L'eau de mer a une salinité d'environ 3,5%, ce qui est bien au-dessus de ce que notre corps peut traiter. En boire, dit au rein, c'est l'heure des heures supplémentaires. Le corps consomme plus d'eau pour se débarrasser du sel qu'on en a bu. Certains pirates l'ont appris à leurs dépens. J'ai lu un jour l'histoire d'un navire dont l'équipage avait tellement soif qu'ils ont mélangé de l'eau de mer avec du vin, espérant que l'alcool la rendrait sûre. Spoiler, ce ne fut pas le cas. La plupart sont tombés gravement malades. À l'époque, il n'y avait pas de système de purification. Le mieux était de stocker l'eau dans la partie la plus fraîche du navire, au plus profond de la cale. Pourtant, la chaleur et l'humidité faisaient de l'eau propre un bien précieux. Parfois, les pirates changeaient tout leur itinéraire, simplement parce qu'ils entendaient parler d'une source d'eau douce sur une île. Imaginez que vous soyez le pirate le plus redouté, mais que vous deviez faire un détour parce que vous mouriez presque de soif. Cela ruine la réputation. À propos de réputation, Barbe Noire était en fait assez malin dans sa gestion de l'eau. Il attaquait spécifiquement des navires dont il savait qu'ils avaient des réserves d'eau douce à bord. Quand la situation devenait vraiment désespérée, les pirates se tournaient vers leur plan B le plus fiable, le ciel. Lorsque des nuages de pluie apparaissaient à l'horizon, l'équipage se déplaçait plus vite que jamais. Dès qu'une tempête éclatait, le navire devenait une immense machine à capturer l'eau. Les voiles, ces masses de toile, devenaient de gigantesques entonnoirs si elles étaient correctement inclinées. L'équipage installait les voiles selon des angles spécifiques pour créer ce qu'on appelait des canaux d'eau. Parfois, ils se disputaient pour savoir qui pouvait positionner telle voile, car les voiles avant recueillaient l'eau la plus propre. Moins de fientes d'oiseaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ils utilisaient chaque surface. Les gouttières des bastingages en bois, qui empêchaient normalement l'eau de mer d'entrer, devenaient des autoroutes aquatiques dirigeant l'eau douce directement dans des récipients. Des pirates créatifs sculptaient même des rainures dans les planches du pont. Mais recueillir la pluie avait des inconvénients. La première pluie était généralement sale, car les oiseaux faisaient leurs besoins sur les voiles pendant des semaines. Les pirates malins laissaient les premières minutes laver la saleté. Ils appelaient cela « baigner le pont ». Les livres d'histoire mentionnent rarement que les pirates couraient partout avec leurs chapeaux à l'envers ou essoraient leurs chemises pendant les tempêtes. Un marchand espagnol a décrit cela un jour comme une danse de la pluie bizarre, alors qu'ils ne faisaient que maximiser leur récolte. On ne pouvait pas toujours compter sur la pluie. Parfois, des semaines passaient sans un nuage. Alors, les règles de consommation d'eau devenaient plus strictes que celles concernant le trésor. Une infraction pouvait causer plus d'ennuis qu'un vol au capitaine. Le navire Morning Star a une fois capturé tellement de pluie qu'ils ont eu 2 semaines de réserve supplémentaires et ont célébré une fête de la pluie. À l'époque, c'était mieux qu'un coffre d'or. Les pirates expérimentés observaient les nuages et les oiseaux de mer pour prédire la pluie. Si les tonneaux restaient vides, ils devenaient des chercheurs d'eau à terre. Les cartes indiquant des sources d'eau douce étaient plus secrètes que les cartes au trésor. Un bon point d'eau décidait de la vie ou de la mort. La première astuce consistait à chercher des plantes vertes. Les fougères et l'herbe épaisse étaient de meilleurs indicateurs que les cocotiers, car elles avaient besoin d'une humidité constante. Les pirates apprenaient aussi à interpréter les lianes diplômées. Ils creusaient des puits d'infiltration à environ 50 pieds de la plage. Le sable agissait comme un filtre naturel qui retenait l'eau salée pendant que l'eau douce s'infiltrait. Plutôt malin pour des hors-la-loi. Ma technique favorite est l'astuce de l'oiseau. Les pirates observaient les oiseaux tôt le matin ou en fin d'après-midi. Si un groupe volait dans une direction,
Ils cherchaient généralement de l'eau. Un capitaine a un jour suivi des perroquets jusqu'à une source, mais c'est plein de leur bruit. Parfois, les pirates attaquaient des villes côtières uniquement pour l'eau. En 1718, un équipage a pillé un établissement espagnol, volant tous les tonneaux d'eau, mais a laissé par remords un sac de pièces d'or. Les chasseurs expérimentés cherchèrent des vallées en forme de V ou des traînées sombres sur les parois rocheuses, ce qui indiquait des suintements d'eau. Certains prétendaient même pouvoir sentir l'eau, ce qui était peut-être plutôt dû au rhum. Parfois, ils kidnappèrent des guides locaux, ce qui se retournait souvent contre eux. Un guide a mené un équipage en rond pendant 3 jours, un autre vers une source pleine de crocodiles. Après cela, ils essayaient plutôt de se lier d'amitié avec les locaux. Une méthode ingénieuse consistait à recueillir la rosée. Ils creusaient des trous, les tapissaient de grandes feuilles, et la rosée du matin s'écoulait dans des récipients. Chaque goutte comptait. Trouver de l'eau n'était que la moitié du chemin. Le stockage dans des tonneaux en bois était difficile. Nous parlons de hogsheads, géants pouvant contenir 63 gallons. Un navire en avait besoin d'environ 30 pour un mois, soit près de 2000 gallons. Le problème était ce qui poussait à l'intérieur. La chaleur et le bois créaient le terrain fertile parfait pour les bactéries. Les pirates l'appelaient l'eau vivante, parce qu'on pouvait voir de petites créatures y nager. Un journal de 1716 l'a décrit comme une bouchée de verre frétillant à chaque gorgée. Pour combattre la pourriture, ils carbonisaient l'intérieur des tonneaux, les transformant en filtres à charbon de bois géants. Ils ont aussi découvert que les pièces d'argent dans l'eau la gardèrent fraîche plus longtemps. Ils ne savaient rien des bactéries, mais ils sentaient le pouvoir purificateur de l'argent. La science confirme aujourd'hui les effets antibactériens de l'argent. Les pirates méticuleux scellaient les joints des tonneaux avec du goudron, de la résine ou de la cire d'abeille. Un capitaine gardait sa recette si secrète qu'il a préféré emporter son secret dans la tombe plutôt que de le révéler à la marine britannique en échange d'une remise de peine. La température était cruciale. Stocker les tonneaux dans la partie la plus fraîche du navire ralentissait la putréfaction. Pourtant, le pont le plus bas était celui qui bougeait le plus. Il fallait choisir entre de l'eau croupie et des tonneaux qui roulent. Un équipage a enveloppé les tonneaux dans de la toile à voile mouillée pour les refroidir, mais a fini par avoir de la moisissure. Un autre a peint les tonneaux en blanc pour réfléchir la chaleur, mais a utilisé de la peinture au plomb, ce qui rendait l'eau conservable mais toxique. Il y avait aussi des tentatives superstitieuses, des cérémonies de bénédiction contre les mauvais esprits dans l'eau. Un équipage a engagé une sorcière de l'eau. Étonnamment, leur eau restait fraîche plus longtemps, probablement parce que la sorcière ajoutait secrètement du charbon de bois. Si l'eau devenait tout de même verte, ils utilisaient des systèmes de filtration artisanaux. Ils filtraient l'eau à travers des chapeaux ou des tissus pour enlever les algues et les vers. Un pirate a écrit que son tissu était ensuite si vert qu'il ressemblait à des algues marines. Certains copièrent la nature et construisaient des filtres avec du sable, des coquillages concassés ou du corail. Un capitaine prétendait que filtrer à travers des colliers de perles améliorait le goût, un filtre coûteux. Certains essayaient de dessaler l'eau de mer en la faisant bouillir et en recueillant la vapeur avec des chiffons humides. Cela fonctionnait à peine et consommait trop de bois de chauffage. La tentative la plus désespérée fut de filtrer à travers des feuilles de tabac, ce qui donnait à l'eau un goût de cendrier. Si des agrumes étaient disponibles, ils les pressèrent dans l'eau. L'acidité tuait les bactéries et prévenait le scorbut, même s'ils ne savaient pas pourquoi. La méthode la plus efficace était le temps, l'eau dormante. On laissait simplement la saleté retomber au fond. Mais la solution la plus célèbre était le rhum. Il n'était pas seulement là pour faire la fête, mais servait d'agent purificateur. Mélangé à de l'eau pour faire du grog, l'alcool tuait les bactéries et rendait l'eau dégoûtante potable. La recette officielle du grog, une part de rhum, 4 parts d'eau, un peu de citron vert. C'était une station d'épuration mobile. Le grog fut inventé en 1740 par l'amiral Edward Vernon, que l'on surnommait Old Grog. Les pirates adoptèrent l'idée. Un navire de 50 hommes consommait environ 70 gallons de rhum par semaine pour le grog. Une partie s'évaporait sous forme de part des anges qui devaient avoir un sacré penchant pour la boisson. Les capitaines utilisaient les rations de grog pour contrôler la consommation d'eau. C'était comme un système de jetons.
Un marin capturé a raconté l'histoire d'un pirate qui réclamait une double ration parce qu'il avait 2 fois plus soif. Le capitaine refusa. Les mêmes droits pour tous. Le grog a changé la culture pirate. On n'attaquait qu'après l'heure du grog. Malgré toutes les luttes avec la pluie, les tonneaux et les filtres, ils survivaient des mois en mer. Avec des tonneaux en bois, des pièces d'argent et beaucoup de rhum, ils ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité dans la lutte contre la soif. Si cette histoire a changé votre regard sur la survie en haute mer, abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo. Nous déterrons l'histoire que d'autres ont essayé de cacher. Façonnons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de l'histoire sera bientôt mis au jour.